Donc, moi, je vais vous parler plutôt de développement typique, hein, et Marion va aborder plus les aspects, les écarts, les déviations du développement cérébral. Alors, quand on parle du développement du cerveau, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était essentiellement le mètre ruban et le périmètre crânien qu'on utilisait. Et on avait, et on a encore dans les carnets de santé, ce genre de trajectoire avec les trajectoires normales et la variabilité typique. Vous connaissez ça tous très bien. Et puis, il y a à peu près une vingtaine d'années, il y a eu la révolution de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, pour étudier le développement du cerveau. Et ça a complètement changé la donne parce que c'est une méthode qui est totalement non invasive. Ça veut dire qu'on peut acquérir des images IRM chez des sujets les plus jeunes de manière répétée. C'est relativement rapide, entre 5 et 8 minutes d'acquisition pour avoir une image de cerveau avec une bonne résolution spatiale de l'ordre du millimètre, avec un bon contraste entre les tissus, c'est-à-dire qu'on va voir très précisément la matière grise, la matière blanche. Et à partir de là, on va avoir une caractérisation phénotypique riche. On peut avoir, si on fait de l'IRM anatomique, donc la structure, l'épaisseur, le volume des différents tissus. Si on fait de l'IRM fonctionnel, la résolution spatiale sera un petit peu moins bonne, mais on pourra avoir l'activité cérébrale lorsque le participant fait une tâche cognitive, ou bien avoir l'activité basale. Et puis on peut également, avec les méthodes d'imagerie de diffusion, avoir la connectivité structurelle, c'est-à-dire reconstruire les axones, les fibres de matière blanche. À partir de ces données d'IRM, on a maintenant à peu près 20 ans de recul pour pouvoir construire des ABAC comme on les a pour le périmètre crânien. Et on a en particulier une étude qui a fait du bruit, qui fera date, qui a été publiée l'an passé dans Nature, l'équipe de Bethléem, qui a rassemblé à peu près 120 000 IRM d'un peu plus de 100 000 participants. Donc il y avait des données longitudinales qui couvrent une période très précoce du développement prénatal. On a vu dans la présentation précédente que la période prénatale était une période très importante pour le développement de troubles psychiatriques jusqu'à, donc c'était de 115 jours jusqu'à à peu près 100 ans. Et à partir de ces données, à partir de nombreux outils qui permettent maintenant d'analyser automatiquement ces données cérébrales, il a été possible de calculer automatiquement différentes mesures globales du cerveau, par exemple le volume de matière grise, le volume de matière blanche, le volume des ventricules, et puis différents volumes de structures corticales. Donc vous voyez ici les données en bleu, c'est les données des garçons, en rouge, celle des filles, parce qu'il y a un dimorphisme dans le développement du cerveau. À partir de là, avec des méthodes mathématiques sophistiquées, il est possible de calculer, de tracer les courbes, les trajectoires, un petit peu comme ce qu'on avait pour le périmètre crânien. On a maintenant des données normatives pour la maturation du cerveau au niveau global. On verra qu'on a aussi également des informations plus localisées. On voit des petites différences de trajectoire entre les garçons et les filles qu'on peut rapprocher du décalage d'âge de la puberté. Donc il y a un petit décalage d'à peu près 1 à 2 ans qui traduit le décalage moyen de la puberté. Et puis on peut calculer également la plasticité, c'est-à-dire à quelle vitesse on a des changements au niveau de l'anatomie cérébrale. Donc on voit par exemple pour la matière grise, ici, pour la matière grise, on voit que globalement, on va avoir une maturation très importante avec une plasticité très importante dans les premières années de vie. Alors, on peut également, avec ces données, regarder le développement non pas global sur la matière grise, sur l'ensemble du cerveau, mais plus régional, dans différentes régions du cerveau. Et ce que l'on voit, c'est que le pic de maturation, c'est-à-dire l'âge auquel le cerveau est plus plastique, va varier. Et donc, on a une maturation qui va commencer dans les régions postérieures, sensorielles, puis qui va se prolonger dans les régions préfrontales ici, temporales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette chronologie du développement cérébral suit très finement la chronologie du développement cognitif. C'est-à-dire qu'on va avoir dans un premier temps une maturation des régions sensorimotrices, les régions centrales, avec toutes les compétences sensorimotrices.
À l'adolescence, à partir de 7 ans, âge de raison, on va avoir le début de la maturation des régions préfrontales. C'est le développement des fonctions exécutives, dont on a vu ce matin leur rôle important dans le TDAH et dans de nombreux troubles du neurodéveloppement. Et puis on a également une maturation un peu plus tardive dans les régions temporales, qui est une région qui est impliquée fortement dans la cognition sociale. Et on sait que l'adolescence est une période qui est fortement marquée par à la fois une appétence pour les relations sociales et puis un développement de différentes compétences sociales. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces informations purement anatomiques? Eh bien, déjà, ça nous permet de mieux comprendre certains comportements. Par exemple, à l'adolescence, le fait qu'on a une asynchronie de développement entre les régions émotionnelles, les régions limbiques qui vont se développer assez précocement et les régions de contrôle préfrontal, eh bien, ça permet de mieux comprendre certains comportements typiques à l'adolescence, notamment la prise de risque qu'on observe souvent à l'adolescence. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on peut dire que le cerveau, dans l'enfance, on va avoir un équilibre entre les systèmes de contrôle et les systèmes émotionnels. Si on considère le cerveau un peu comme une voiture, mais on va dire que le système de contrôle, c'est le système de freinage, le système émotionnel, c'est le moteur. À l'enfance, la voiture, c'est un petit peu une 2 chevaux, un petit moteur avec un mauvais système de freinage, mais c'est pas grave. À l'âge adulte, c'est nous. On a un super système de contrôle, un super système de freinage. On a un petit peu une Formule 1, donc une voiture très efficace, un bon moteur, bon, plus ou moins suivant il y a une variabilité avec donc une émotion plus ou moins importante et un système de régulation émotionnelle plus développé. Et à l'adolescence, eh bien, on a en quelque sorte une 2 chevaux avec le système de freinage de la 2 chevaux avec le moteur de la Formule 1. D'où les difficultés pour gérer, avoir un comportement donc, avec une prise de risque importante. Alors, ce que nous renseignent également ces travaux sur le développement cérébral, c'est le fait que le cerveau va se modifier fortement entre la naissance et l'âge adulte. On considère maintenant que la maturation cérébrale se termine jusqu'à 24-25 ans, avec donc une maturation des régions de haut niveau qui est particulièrement qui se développe beaucoup à l'adolescence, à la fin de l'adolescence jusqu'au début de l'âge adulte. Et c'est typiquement la période où les troubles psychiatriques se développent. Et donc il y a un lien assez direct entre la plasticité cérébrale et la sensibilité à l'environnement. On a vu dans la présentation précédente la notion d'exposome. Eh bien, l'exposome, l'environnement, va avoir un poids particulièrement fort sur un cerveau qui se développe parce que le cerveau va être plastique et donc va pouvoir se modifier par rapport à l'environnement. Alors, je vais prendre un exemple parmi tous les travaux de la littérature sur les liens entre les trajectoires neurodéveloppementales et l'apparition des troubles et le développement des troubles. Par exemple, dans le cas de la schizophrénie, qui est un cas qui est très documenté, on a cette étude qui est assez classique maintenant, qui avait été réalisée aux États-Unis, d'un suivi longitudinal chez des patients qui souffrent de schizophrénie. Alors, c'est des formes précoces de schizophrénie, puisque on a des patients à l'âge de 11 ans qui ont un diagnostic de schizophrénie. Alors, c'est un vrai diagnostic de schizophrénie. À l'âge adulte, ces patients ont, au niveau cognitif, au niveau clinique, au niveau génétique, au niveau cérébral, un tableau qui est tout à fait similaire à des patients qui ont des débuts plus typiques à la fin de l'adolescence. Et ce que l'on voit, donc sur cette image, c'est les régions qui présentent une diminution de l'épaisseur corticale chez ces patients par rapport à des sujets sains qui sont appariés en âge et en genre. Et ce que l'on voit donc dans les régions qui sont colorées, c'est les régions qui présentent ces diminutions significatives d'épaisseur corticale. Et on voit donc on a des régions qui sont atteintes de manière importante, notamment les régions préfrontales. Mais ce que l'on voit aussi, et c'est ça qui est important, c'est que si on s'intéresse par exemple à l'hémisphère gauche, eh bien, à l'âge de 11 ans, on a des différences significatives au niveau du cortex préfrontal et au fur et à mesure, eh bien, ces différences diminuent jusqu'à ce qu'à l'âge de 20 ans, on n'ait quasiment plus de différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est important ici, ce n'est pas uniquement l'anatomie à un moment donné, ce qui est important, c'est la trajectoire. C'est le film, c'est la dynamique, plus que l'anatomie à un moment donné. Donc déjà, ça, c'est des informations que l'on a maintenant. La schizophrénie, c'est une maladie du neurodéveloppement avec un développement atypique. Alors, il y a plein de travaux au niveau cellulaire qui ont montré, par exemple, des déficits au niveau des mécanismes d'élagage synaptique qui expliquent ce qu'on observe en imagerie.
Alors, on a ce qui se passe après la naissance. On a vu dans la présentation précédente que la vie fœtale joue également un rôle très important dans le développement du cerveau et dans la mise en place de facteurs de vulnérabilité. Alors, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte, le stress, les facteurs immunitaires, la nutrition, enfin tout un ensemble de facteurs qui font que le cerveau va se développer plus ou moins bien durant cette période de la vie. Alors, un critère qui est assez classique, on l'a mentionné ce matin, c'est le poids à la naissance. Le poids à la naissance, c'est un critère classique qui renseigne sur la qualité du développement fœtal. Et on a cette étude longitudinale qui a été publiée dans Nature l'an passé sur une très grande population, plus de 650 000 participants, qui montre que si on regarde des déviations du poids à la naissance par rapport au poids normal, eh bien, des petites déviations que l'on voit ici sur ces courbes-là se traduisent par un effet à long terme sur les performances scolaires à l'adolescence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le développement durant la vie fœtale a des effets qui perdurent pendant tout le développement jusqu'à l'adolescence. Alors, le poids à la naissance, c'est intéressant, c'est un indice qui est utilisé souvent, qui est facile à récolter. Le problème, c'est que ça nous renseigne pas beaucoup sur les différentes parties du cerveau qui pourraient être impliquées. Et donc, une autre approche sur laquelle on travaille depuis de nombreuses années ici, c'est d'étudier les sillons corticaux, c'est-à-dire les plissements du cerveau, qui sont des marqueurs du développement cérébral fœtal, parce que ces structures sont déterminées in utero. Vous avez ici la chronologie d'apparition de ces différentes structures, notamment les principaux plissements apparaissent au cours du 3e trimestre de grossesse. Et ce qui est intéressant, c'est que ces structures, un petit peu comme les empreintes digitales, sont déterminées pendant la vie fœtale, mais à partir de la naissance, ils ne bougent plus. C'est-à-dire que même si le cerveau devient de plus en plus gros, eh bien, l'organisation des plis ne bouge pas. Donc c'est typiquement ce qu'on avait montré sur cette cohorte longitudinale. On avait travaillé avec des collègues du NIMH et on avait donc accès à des IRM de participants à différents âges. Par exemple ici, un sujet à 10, 13, 14 et 16 ans. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que si on regarde par exemple ici le cortex singulaire antérieur, on a un motif typique avec un seul sillon singulaire antérieur. Et même si cette région est très plastique à cette période de la vie, on a des modifications très importantes du volume de matière grise dans cette région-là, eh bien, la forme des plissements ne bouge pas du tout. Un autre sujet a lui un autre plissement avec un plissement en double parallèle. On a un petit sillon supplémentaire ici qui s'appelle le sillon parasingulaire. Et bien, de la même manière, même si cette région est extrêmement plastique à l'adolescence, eh bien, entre 11 et 22 ans, aucun changement au niveau des motifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'étudier ces plissements corticaux, ça nous renseigne, c'est une fenêtre en réalité sur la vie fœtale et ça nous permet d'étudier des différences entre les participants qui ont eu lieu durant la vie fœtale. Alors juste pour vous illustrer, puis après j'ai laissé la parole à Marion, on s'est intéressé... ouais. Donc un exemple sur le fonctionnement exécutif qui est un domaine cognitif qui est altéré dans de nombreux troubles psychiatriques. On s'intéressait ici, donc c'est avec les collègues du laboratoire CNRS à la Sorbonne où je travaille, à des enfants sains de 5-6 ans pour laquelle on a évalué leur contrôle exécutif avec une tâche classique qui s'appelle la tâche de Stroop animal, qui est une adaptation de la tâche de Stroop classique. On demande à l'enfant de nommer le plus rapidement possible le corps de l'animal. Donc ici c'est facile, c'est un canard avec un corps de canard, mais on a des situations où la tête et le corps ne correspondent pas et l'enfant va devoir inhiber la reconnaissance automatique de la tête de l'animal pour activer la reconnaissance du corps. Et la différence de temps mis dans les deux situations, c'est un indice de fonctionnement exécutif. Et donc on a regardé l'anatomie du cortex singulaire antérieur, qui est une région très importante pour le fonctionnement exécutif. Et ce qu'on a observé, c'est une diminution du temps de Stroop, donc un moins bon contre-inhibiteur chez les participants qui avaient un motif asymétrique. Alors l'asymétrie, ça a à voir avec la latéralisation de la tâche utilisée, mais ça nous renseigne sur le fait que des différences de sillons qui sont déterminés in utero vont avoir des effets à long terme sur le fonctionnement cognitif et ici exécutif.
Bon, maintenant, c'est à moi. Alors, dans la schizophrénie, par exemple, on sait depuis longtemps que ces motifs sulcaux au niveau du cortex cingulaire antérieur eh bien, sont différents chez les sujets sains. En particulier, une asymétrie qui est normale chez les sujets sains est perdue chez les patients. Bon. Je peux continuer quand même, non? Ah oui, d'accord. Alors, donc, du coup, cette perte d'asymétrie est retrouvée chez les patients qui souffrent de schizophrénie. Et on s'est demandé si chez les patients qui souffrent de schizophrénie et qui ont une composante neurodéveloppementale importante, comme on peut repérer quand les patients souffrent également ont des signes neurologiques mineurs, hein, ce n'est pas des signes neurologiques que les neurologues repèrent, mais qu'on va pouvoir étudier, par exemple, les indistinctions entre la main droite et la main gauche, par exemple, eh bien, est-ce que si en plus il y avait des anomalies, une perte d'asymétrie des sillons, on avait une altération des fonctions cognitives d'inhibition, comme Arnaud a présenté chez l'enfant, qui était plus marquée. Bien, la réponse est oui. Hein, il y a un effet synergique entre cette perte d'asymétrie et le fait d'avoir des signes neurologiques mineurs. Ah oui, ça, ok. Une autre étude que nous avons menée, c'était de regarder l'attribution qu'ont les patients sur leur phénomène d'hallucination auditive. Il y a des patients qui reconnaissent qu'ils sont à l'origine de leurs hallucinations, et puis d'autres patients qui vont au contraire dire que leurs hallucinations, eh ben, c'est Dieu qui leur parle, les services secrets, etc. Donc ça, c'est une dimension phénoménologique des hallucinations auditives, et on a pu montrer que l'organisation des sillons, donc qui a été déterminée in utero et qui ensuite est stable tout au long de la vie, eh bien, est différente en fonction qu'on attribue à soi ou à autrui les hallucinations auditives. Et c'est intéressant parce que c'est dans la région temporopariétale droite, qui est une région extrêmement importante dans tout ce qui est distinction soi-autrui, y compris chez les sujets sains. Donc, même des symptômes aussi subtils qu'une dimension phénoménologique peuvent comme ça être inscrits dans des modifications. Pas de souci. Merci. Un autre travail qu'on a mené en collaboration avec le professeur Renaud Jardry, qui est pédopsychiatre à Lille, c'est de regarder des patients qui souffrent de schizophrénie, mais aussi d'hallucinations visuelles. Pendant longtemps, on a pensé que les hallucinations visuelles n'existaient pas dans la schizophrénie. Il fallait à chaque fois rechercher une étiologie organique. En fait, on s'est aperçu que ce n'était pas si rare, et notamment chez les patients qui avaient une composante neurodéveloppementale importante, donc des anomalies du neurodéveloppement qui préexistaient à l'émergence de troubles schizophréniques. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que les index de gérification, c'est-à-dire la façon dont le cerveau est plus ou moins plissé, eh bien, les index de gérification étaient diminués quand les patients avaient ces hallucinations visuelles, donc une composante neurodéveloppementale plus marquée. Et puis enfin, un dernier travail que l'on a mené avec Mylène Moyal ici à l'IPNP, c'est de s'intéresser à l'organisation du cortex orbitofrontal chez les patients qui souffrent de schizophrénie, mais aussi de catatonie. Une schizophrénie qui s'est compliquée d'un syndrome catatonique, qui est un syndrome psychomoteur, qui peut engager le pronostic vital quand il se complique, et dont la physiopathologie reste aujourd'hui extrêmement mal connue. On a des soupçons pour penser que les régions orbitofrontales sont impliquées dans la survenue de cette catatonie. Et avec Mylène, on a regardé comment les sillons de cette région cérébrale sont organisés. Et on a pu montrer une organisation différente entre les sujets sains, les patients qui souffrent de schizophrénie sans catatonie et les patients qui souffrent de schizophrénie avec catatonie. Donc on peut voir là une sorte de vulnérabilité qui préexiste à la survenue d'un syndrome catatonique, mais qui pourrait être intéressante pour repérer ce type de vulnérabilité. Et la catatonie, là, c'était des patients qui souffraient de schizophrénie, mais on sait qu'elle peut compliquer aussi d'autres pathologies, et en particulier, elle est particulièrement fréquente pour compliquer les troubles du spectre de l'autisme, avec des pathologies qui sont avec des catatonies qui vont être chroniques et particulièrement résistantes au traitement. Pour terminer, pour dire que c'est des travaux qui sont faits en collaboration entre ici le laboratoire, l'Institut de psychiatrie et neurosciences et l'équipe qui est dirigée par Catherine Oppenheim de biomarqueurs en imagerie, et le laboratoire de psychologie, développement et d'éducation de l'enfant qui est un laboratoire CNRS à la Sorbonne. Voilà.